Salut à tous, bienvenue à cet autre numéro de RMDC Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons parler du processus de calcul de la taille de l'échantillon. Déjà, si je vous pose la question, par exemple, combien de sujets faut-il pour faire une analyse de régression? Vous allez voir que la réponse va varier en fonction de la personne qui répond à cette question, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous voulons vraiment présenter une ressource pour déterminer ou, en d'autres termes, évaluer la taille de l'échantillon dans les recherches quantitatives. Donc, il faut savoir que le but de cette vidéo, en fait, c'est d'expliquer les concepts de base de la taille d'échantillon et parler d'un peu de calcul de la puissance a priori et a posteriori. Et nous allons aussi voilà, montrer un peu comment est-ce que cela se fait de façon pratique dans un logiciel appelé G-Power. Voilà, donc nous vous prions voilà, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de ne rien manquer. Donc déjà, pourquoi est-ce que l'on utilise un échantillon et non l'ensemble de la population cible? Voilà pourquoi est-ce que dans la recherche, au lieu de voilà, collecter les informations sur toute la population cible, pourquoi est-ce que nous utilisons un échantillon? La chose à savoir, c'est que si la recherche voilà, peut être menée auprès de l'ensemble de la population d'intérêt, en fait, on obtiendra des résultats qui sont plus précis, n'est-ce pas? Voilà, mais est-ce que cela est possible? Il faut savoir que mener une étude sur l'ensemble de la population n'est pas pratique du tout, en fait. Elle est peu pratique. Elle n'est pas pratique du tout. Souvent même, c'est quasi impossible, si on peut le dire ainsi. Voilà, et cela ne serait pas efficace. C'est pour ça qu'on veut mener une étude, par exemple, sur voilà, la population de Korogo, n'est-ce pas? Si on doit collecter les individus, si on doit faire un survey, voilà, ou un sondage, voilà, on doit passer de famille en famille, de cours en cours pour collecter les informations de chaque individu. Voilà, à partir de l'âge peut-être de 5 ans jusqu'à 18 ans, on va voir que cela, voilà, sera pas vraiment efficace. Donc, dans certains cas, il est voilà, plus précis ou il est plus fiable de mener une étude sur des échantillons sélectionnés de manière appropriée, voilà, que de mener une étude sur l'ensemble de la population. Donc, lorsqu'on sait que voilà, pour collecter les informations sur une population donnée, voilà, cela est quasi impossible. On peut trouver un échantillon qui représente la population. Voilà, c'est très important. Voilà, un échantillon représentatif de la population et les résultats on obtiendra de cet échantillon pourront être inférés à l'ensemble de la population. Donc, à cause de voilà, le manque de praticabilité en fait d'une recherche euh, qui collecte des données sur toute la population, on opte le plus souvent pour l'utilisation d'un échantillon. Mais cet échantillon en lui-même doit être vraiment représentatif de la population. Voilà, c'est très important. Et voilà, mais une chose aussi à savoir, c'est que souvent, c'est vrai qu'on dit que voilà, vu qu'on n'a pas assez de temps, voilà, on n'a pas assez de ressources financières parce que collecter les données sur toute la population demande assez de ressources financières, ça demande le temps et souvent même le problème de l'éthique peut se poser, n'est-ce pas, lorsqu'on veut collecter les données sur toute la population. Il y a des populations peut-être plus vulnérables que d'autres, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on va collecter? Il y a des individus, voilà, je veux dire, plus vulnérables que d'autres. Est-ce qu'on va collecter les informations sur ces individus vulnérables et tout, etc. Donc, on opte pour un échantillon. Cependant, la taille de l'échantillon est souvent choisie de façon arbitraire. Voilà, si vous posez la question en tant que chercheur, vous regardez cette vidéo par exemple maintenant, comment est-ce que vous arrivez à déterminer la taille de votre échantillon? Quelle est vos raisons, sinon les bases du choix de la taille de votre échantillon, de vos échantillons dans vos recherches, voilà. Donc, faut dire en fait que la plupart du temps, en fait, l'échantillon est souvent choisi arbitrairement ou reflète souvent des limites de l'allocation des ressources. Voilà, cependant, voilà, la manière qu'on détermine la taille d'échantillon n'est pas scientifique, n'est pas logique et n'est pas aussi, ne respecte pas souvent certaines règles d'éthique. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous voulons
voilà, présenter une ressource fiable pour déterminer la taille de l'échantillon de toute recherche, voilà, de façon a priori. Voilà, mais avant d'y arriver, une question encore qu'on peut se poser, pourquoi est-il important de déterminer la taille de l'échantillon approprié? Voilà, donc il faut savoir que si la taille de l'échantillon est, supposons qu'on fait une étude, n'est-ce pas? Si votre échantillon est petit, voilà, si la taille de votre échantillon est trop petite, même s'il y a un effet important qui est observé, on ne pourra pas capturer en fait cet effet-là avec les données que nous avons. Voilà, et aussi si la taille de l'échantillon est trop grande, voilà, et si c'est au-delà en fait du minimum requis, si c'est trop au-delà du minimum requis, on va voir que on va obtenir des résultats qui sont statistiquement significatifs, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il y a un effet réel. Donc, on voit ici le dilemme. Dans un premier temps, si on n'a pas une taille assez conséquente, même s'il y a un effet, par exemple, on ne pourra pas capturer cet effet-là, n'est-ce pas? Et d'une autre part, si on a une grande taille, très largement au-dessus de la taille d'échantillon dont on a besoin, on va voir que les résultats seront statistiquement significatifs. Voilà, mais cela ne veut pas forcément dire qu'en réalité, nos résultats sont statistiquement significatifs. Voilà, donc voici le dilemme auquel nous faisons face. Donc, à cause de ce dilemme, il est important de déterminer la taille de l'échantillon approprié. Voilà, on ne veut pas avoir une trop grande taille d'échantillon. On ne veut pas aussi avoir une trop petite taille d'échantillon. On veut la taille d'échantillon appropriée pour capturer, sinon pour capter un effet donné s'il existe. Voilà, donc c'est important de retenir cela. C'est l'idée en fait principale pour laquelle voilà, on a besoin de déterminer la taille de l'échantillon approprié. Voilà, donc rapidement, quand on parle d'analyse de puissance, voilà, l'analyse de puissance, en fait, c'est une analyse qui permet de déterminer soit la taille de l'échantillon ou ou pour permettre de déterminer la puissance du test dans une étude de recherche. Voilà, donc lorsque l'analyse de puissance se focalise sur la détermination de la taille de l'échantillon, on est en train de faire une analyse de puissance a priori. Et lorsque l'analyse de puissance se focalise sur voilà la détermination de la puissance de l'étude ou du test. On devrait faire là une étude d'analyse de puissance a posteriori. Alors, c'est une chose vraiment ici à retenir. Et faire une analyse de puissance a priori vous amène en fait à réfléchir de manière critique à l'étude que vous proposez. Voilà, comme on a dit, une analyse de puissance a posteriori, c'est lorsqu'on a fait l'étude, on a déjà collecté les données, on a collecté les données, peu importe les méthodes arbitraires que les gens utilisent pour collecter les données, n'est-ce pas? On a collecté les données et tout, et on a fini de faire on a eu le résultat et tout, et on va calculer en fait la puissance du test. Et le résultat de la puissance qu'on va trouver en fait, tout ce processus-là est appelé analyse de puissance a posteriori. Voilà, vu que c'est après avoir collecté les données, après avoir donné les résultats, qu'on veut voir en fait quelle est la puissance du test. Mais l'analyse a priori, en fait, avant de commencer notre étude, on a défini l'hypothèse, etc. Et on veut maintenant savoir, en fait, pour répondre à cette question de recherche qu'on a, combien quelle doit être la taille de notre échantillon, n'est-ce pas? Donc, on planifie comme ça à l'avant. Voilà, donc voilà pourquoi on dit faire une analyse de puissance a priori vous amène à réfléchir de manière critique à l'étude que vous proposez. Voilà la différence entre les deux types d'analyse en fait. Lorsqu'on fait une analyse de puissance a posteriori, c'est comme si dans le domaine de la médecine, par exemple, on peut appeler ça un médecin après la mort. Voilà, vous avez collecté vos données, que vos données soient largement grandes ou largement petite, peu importe, vous avez collecté vos données, vous avez fait vos analyses, supposons que c'est un test T que vous avez fait, et après, vous allez calculer la puissance. Vous allez voir que bon, la puissance de mon test est de 60%. Bon, 60% c'est aussi faible. Ce qui est recommandé dans le monde des statistiques, c'est 80%, n'est-ce pas? Et si vous faites des tests d'analyse de puissance a posteriori que vous trouvez 60%, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà collecté les données, vous avez déjà fait votre étude. Donc, à ce niveau-là, si vous avez fait un constat pour voir que vous avez vu en fait que votre
test n'est pas aussi puissant. C'est un constat, mais vous ne pouvez rien faire de ce constat-là. Donc, voilà pourquoi j'assimile cela à comme un médecin après la mort. Voilà pourquoi c'est conseillé de faire l'analyse de puissance a priori. Voilà, c'est de déterminer la taille de l'échantillon appropriée pour pouvoir capter un effet s'il existe et avoir une telle puissance de test. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir avant d'effectuer le calcul de la taille de l'échantillon a priori. Voilà, sinon, avant de déterminer en fait l'analyse, avant de déterminer avant de déterminer la taille de l'échantillon, voilà, quelles sont les choses à savoir. Dans un premier temps, faut savoir la taille de l'effet. Voilà, il faut savoir la taille de l'effet. Dans la taille de l'effet, en fait, c'est un peu, ça montre un peu la différence ou voilà la force de la relation. C'est pour ça qu'on voit s'il y a l'effet d'une intervention sur une variable, par exemple, n'est-ce pas? Donc, voilà, l'effet peut être, l'effet, c'est la contribution, en fait, de cette intervention-là sur la variable, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu, donc on parle de la taille de l'effet, enfin, on parle de la magnitude, on parle de la dimension, en fait, des résultats qu'on observe qui sont liés au facteur qui a, qui a entraîné l'effet, en fait. Voilà, donc on parle, ça, c'est la taille, c'est une manière de quantifier, en fait, le degré, voilà, c'est une manière de quantifier le degré, en fait, de l'apport de cette variable ou de cette intervention. Voilà, donc, c'est ça un peu la taille de l'effet. Donc, c'est important voilà, de connaître la taille de l'effet. Maintenant, la taille de l'effet, comment est-ce qu'on la connaît? Quelqu'un peut poser la question, bon, l'étude n'en a pas encore mené, en fait. Comment on va savoir, en fait, la taille de l'effet? La taille de l'effet, c'est ici une estimation qu'on essaie de faire, voilà, qui est basée, en fait, si vous voulez, c'est, voilà, on devine en fait, n'est-ce pas? On devine cette taille de l'effet, mais on ne devine pas au hasard en fait. C'est soutenu en fait par une évidence, c'est-à-dire les recherches antérieures ont trouvé un tel effet. Par conséquent, on peut assumer que s'il y a un effet de cette variable dans notre étude, l'effet sera moyen, sera petit ou sera grand. Voilà, donc c'est un peu ça. Ensuite, il faut savoir la puissance du test. Donc, ici, on parle de comment déterminer, comment calculer la taille de l'échantillon a priori. Donc, calculer la taille de l'échantillon a priori, non seulement il faut avoir une estimation de la taille de l'effet, il faut aussi avoir une estimation de la puissance du test. Ici, c'est un peu, c'est une variable qu'on fixe en fait. On va fixer cette variable. Voilà, on va fixer cette variable et comme je l'ai dit, c'est recommandé une puissance de 80%, 0,8. Donc, voilà, pour déterminer votre taille d'échantillon a priori, il faut la plupart du temps fixer cette variable de puissance à 80% ou bien 0,8. Voilà, si on veut descendre, je conseille de ne pas descendre en dessous de 0,7. Voilà, sinon après ça, votre test n'est pas assez puissant. Voilà. Ensuite, il faut déterminer aussi. Sinon, il faut choisir, il faut voilà, fixer le niveau ou le seuil de signification alpha, n'est-ce pas? Donc, c'est important de déterminer alpha afin de pouvoir calculer la taille de l'échantillon a priori. Et pour finir, il faut aussi il faut déterminer le type d'analyse statistique. Voilà, quelle est l'analyse qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de faire un modèle, une régression linéaire? Est-ce qu'on est en train de faire l'ANOVA? Est-ce qu'on est en train de faire le tester, etc. Il faut déterminer le type d'analyse statistique. Et le type d'analyse statistique, la détermination vient en fait de l'objectif de notre recherche. Ça vient de nos questions de recherche, n'est-ce pas? Voilà, donc, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, lorsqu'on a une grande taille d'échantillon, une très grande taille d'échantillon, même s'il n'y a pas un effet, nos tests seront statistiquement significatifs, n'est-ce pas? Et si on a une petite taille d'échantillon, même s'il y a un effet, on ne pourra pas capter cet effet-là, n'est-ce pas? Donc, voilà, ce sont des erreurs. Ce sont deux types d'erreurs dont on doit parler tout à l'heure rapidement avant d'aller dans G-Power pour apprendre à déterminer la taille de l'échantillon. Donc, voilà ce tableau, on émet des hypothèses, n'est-ce pas? L'hypothèse nulle pour tout test, n'est-ce pas? L'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative. L'hypothèse nulle, en fait, c'est une hypothèse qu'on peut tester, en fait, qu'on veut tester
Voilà, c'est une affirmation de ce que l'on veut faire dans la recherche. Par exemple, on va dire que l'hypothèse nulle, la moyenne d'âge dans la ville d'Abidjan est de 43 ans. Donc, c'est une hypothèse nulle qu'on émet, n'est-ce pas? Et on va collecter les données, en fait. On va sélectionner un échantillon aléatoire de la population d'Abidjan qui représente la population d'Abidjan. On va calculer la moyenne. On va faire un test pour voir, en fait, est-ce que la moyenne de notre échantillon, voilà, est-ce on peut conclure que cette moyenne est égale à 43 ou pas, en fait, voilà. Donc, ici, il y a l'hypothèse qu'on émet, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Donc, supposons que dans la réalité, l'hypothèse nulle est vraie, n'est-ce pas? Et que on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Donc, si elle est vraie dans la réalité, et que, selon les résultats de l'étude, de notre étude, on dit comme conclusion, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. Dans ce cas-là, on est en train de mettre là une bonne décision. Parce que si l'hypothèse nulle est vraie dans la réalité, on ne veut pas rejeter l'hypothèse nulle avec les résultats de notre test, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-ci, on fait face à une bonne décision. Donc, d'où, voilà, l'image que vous voyez. Ensuite, lorsque l'hypothèse nulle est fausse et que les résultats de l'étude statistique nous disent qu'on doit rejeter l'hypothèse nulle, voilà, on va voir ici que c'est également une bonne réponse. Parce que si l'hypothèse est fausse dans la réalité, on veut que nos résultats nous disent que nous devons rejeter cette hypothèse nulle. Donc, on a là une bonne, voilà, on a là une bonne décision. Maintenant, dans le premier cas, voilà la probabilité que qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Quand l'hypothèse nulle est vraie, en fait, on appelle ça la puissance. C'est ce qu'on appelle la puissance. Voilà. Cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la puissance. Maintenant, voilà, lorsque on rejette l'hypothèse nulle pendant qu'elle est fausse, en fait, cette probabilité-là, c'est un moins le seuil de signification, de significance. Ça veut dire que si le seuil de significance est 5%, cette probabilité qu'on voit là sera de 95%. Ensuite, lorsque l'hypothèse nulle est vraie dans la réalité, mais à l'issue des résultats de notre étude, la conclusion, c'est de rejeter l'hypothèse nulle, on est en train de faire là une erreur. Parce que si elle est vraie dans la réalité, on ne veut pas la rejeter. Mais si nos résultats nous disent, voilà, vous devez la rejeter. Et cela se produit, ici, ça peut se produire parce qu'on a une très grande taille d'échantillon, au-delà de la taille d'échantillon moyenne ou minimale dont on a besoin. Donc ici, c'est une erreur et c'est l'erreur de type 1. Voilà, ça veut dire en fait, si, comme si cette erreur cause, nous coûte en fait cher, c'est un peu gaspiller de l'argent à développer des médicaments inutiles. Par exemple, si on a vu que si c'est un traitement, n'est-ce pas, et le traitement en fait n'est pas efficace, n'est-ce pas, mais parce que mais parce que on a une très grande taille d'échantillon, on finit par conclure que voilà, il faut rejeter l'hypothèse nulle. On va voir que dans notre tête, on va penser que c'est parce que c'est parce que le traitement est efficace et on va dépenser de l'argent à concevoir voilà, ce médicament. Mais en fin de compte, on va voir qu'en fait, c'était une erreur qu'on avait commise. Donc ça, c'est l'erreur de type 1. Et cette probabilité, c'est ce qu'on appelle le seuil de significance. Donc, ça veut dire que, en général, lorsque on prend un seuil de significance alpha égale à 0,05, ça veut dire on se donne 5% de chance d'être dans l'erreur, voilà, d'avoir une conclusion qui est fausse. Donc, voilà pourquoi c'est, voilà, il faut bien choisir la valeur d'alpha, voilà, le seuil de significance. Voilà, certaines personnes, pour avoir des résultats qui sont significatifs, disent, bon, on va prendre alpha égale à 10%. Mais en voulant prendre alpha égale à 10%, on se donne 10% de chance d'avoir un résultat qui n'est pas correct. Et il faut vraiment savoir faire la part des choses. Voilà. Et pour finir, lorsque l'hypothèse nulle est fausse et on ne rejette pas cette hypothèse nulle-là, on est en train de commettre une erreur là, n'est-ce pas? Parce que si l'hypothèse nulle est fausse dans la réalité, on veut être à mesure de la rejeter avec nos données. Mais si voilà, les résultats de nos analyses statistiques nous disent qu'il ne faut pas la rejeter, alors on est en train de faire l'erreur.
de type 2. Donc, c'est l'erreur de type 2. Voilà, une erreur de type 2 se produit, par exemple, si l'investigateur ou le chercheur ne parvient pas à rejeter une hypothèse nulle qui est en fait fausse dans la population. Donc, si on commet cette erreur de type 2, en fait, la répercussion, en fait, c'est que nous manquons une occasion de développer un traitement efficace parce qu'on n'a pas eu assez d'observations. On s'est dit, bon, il ne faut pas rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire que le traitement n'est pas efficace. Et pourtant, on est en train de commettre une erreur. Donc, on va voir que si, vu que le traitement en lui-même est efficace dans la réalité, on est en train de manquer une occasion, en fait, de développer un traitement efficace. Et donc, cette valeur-là de la probabilité, c'est un moins la puissance. Donc, ici, c'était juste un aperçu, en fait, des deux types d'erreurs qu'on peut commettre, l'erreur de type 1 et l'erreur de type 2. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, le processus de calcul de la taille de l'échantillon. Donc, quelles sont les étapes de ce processus? En premier, il faut établir les objectifs de recherche et les hypothèses. C'est très important. Si vous n'avez pas d'objectif de votre recherche, si vous ne savez pas quelles sont vos hypothèses, vous ne pouvez pas déterminer la taille de l'échantillon a priori. Voilà, c'est très important. Il faut commencer déjà par établir les objectifs de votre recherche. Nous allons faire un exemple, nous allons montrer des exemples tout à l'heure. Ensuite, il faut choisir les tests statistiques appropriés. C'est-à-dire, lorsque on a fini d'établir les objectifs de notre recherche, on- des objectifs de notre recherche en découlent les types de tests statistiques qu'on peut utiliser pour répondre à nos questions de recherche. Donc, en deuxième position, il faut choisir les tests statistiques appropriés. En troisième position, il faut entrer les variables requises pour le calcul de la taille de l'échantillon. Voilà, il faut entrer dans le logiciel JPower qu'on va montrer tout à l'heure. Mais il faut savoir que voilà, le calcul de puissance ne se fait pas exclusivement avec ce logiciel, n'est-ce pas? C'est un logiciel parmi tant d'autres. Si vous utilisez R, par exemple, on peut faire le calcul de puissance dans R. Si vous utilisez SAS, on peut faire le calcul de puissance dans SAS, dans Stata, etc. Donc, ici, on utilise ce logiciel. On veut vous montrer comment faire un calcul de la taille de l'échantillon dans ce logiciel appelé G-Power parce que c'est un logiciel qui est gratuit. Et c'est un logiciel qui se présente ou qui se veut voilà, moins complexe que R ou les autres, voilà, les autres logiciels pour le calcul des puissances, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi on a décidé de vous introduire à ce logiciel. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ce logiciel, ou si vous avez entendu, mais peut-être n'avez jamais utilisé, voilà, nous allons vous montrer un peu comment cela marche. Donc d'abord, lorsque vous allez cliquer sur le lien ici, ce lien va vous envoyer sur cette page, voilà, sur cette page où vous pourrez télécharger. Bon, je vais mettre ça en français pour que ceux, voilà, qui sont des francophones puissent suivre. Voilà. Donc, quand vous venez sur cette page, vous allez descendre jusqu'à vous allez venir ici. On met télécharger G-Power pour Windows. Voilà, vous allez cliquer là-dessus. Une fois que vous le faites, voilà, c'est en train de télécharger. Ça vient dans un zip file. Ça vient dans un zip file. Donc, il va falloir en zip le file et tout. Faut extraire le, le, le dossier. Voilà, il faut extraire le dossier et tout. Et après, l'installation, c'est de cliquer sur installer et cela va se faire. C'est vraiment facile à installer. Voilà, donc on revient dans, voilà, nous introduisons ce logiciel car il est libre d'accès et il a été prouvé être voilà, moins intimidant comparé à R, SAS, etc. Donc, voici un exemple, un premier exemple. Nous allons vous montrer quatre exemples. Donc, nous vous prions de suivre, voilà, jusqu'à la fin. Voilà. Peut-être vous avez une situation pareille et cela vous donne en même temps des pistes. Comment est-ce que vous pouvez calculer, voilà, la taille de l'échantillon approprié pour votre étude? Donc, supposons que les chercheurs planifient une étude pour étudier
l'efficacité de deux médicaments. Le médicament A est traditionnellement utilisé pour le contrôle d'une certaine douleur et le médicament B est un médicament nouvellement développé. Afin de comparer l'efficacité du médicament B à celle du médicament A, un score de douleur à l'aide d'une échelle visuelle analogique EVA sera mesuré à 6 heures, sera mesuré 6 heures après l'opération. Ces chercheurs veulent déterminer la taille de l'échantillon pour que l'hypothèse nulle soit rejetée avec un test bilatéral alpha égale à 0,05 et bêta égale à 0,2. Et une information capitale qui donne également, c'est que le nombre de patients dans chaque groupe est égal. Donc, on va revenir rapidement sur un point ici qui est très important. On va revenir sur un point rapidement. Ici, on a dit, voici les informations dont on a besoin pour calculer la taille de l'échantillon a priori. Donc, on a dit on a besoin en deuxième position de la puissance du test. Et la puissance est 1 moins bêta. Donc, déjà, c'est une formule à retenir. Dans le contexte de calcul de puissance, bêta, 1 moins bêta égale à la puissance. Le seuil de signification, c'est alpha, etc. Donc, la puissance ici, c'est 1 moins bêta. Donc, on revient à l'exemple. Donc, on va voir que dans l'exemple, on dit qu'on veut bêta égale à 0,2. Ça veut dire qu'on veut une puissance de 80% ou 0,8. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Vu que la puissance est 1 moins bêta et bêta c'est 0,2, donc la puissance sera 1 moins 0,2 égale à 0,8. Donc, pour ce faire, on va aller dans G-Power, le logiciel en question. Donc, je vais ouvrir le logiciel qu'on va placer ici. Voilà, j'espère que vous voyez le logiciel. Voilà, donc, quand on lit cet exemple-là, on voit qu'on a ici, on fait face à deux groupes. Voilà, on a un groupe de médicaments A, un groupe de médicaments B. Ensuite, donc on sait on veut comparer des groupes. Voilà, on dit on veut voir en fait si le score de douleur est le même parmi les deux groupes. Et si, quand on lit bien, on va voir que ça sous-entend qu'on a deux groupes qui sont indépendants. C'est-à-dire, un groupe d'individus sera exposé au médicament A, et un autre groupe sera exposé au médicament B. Et chaque groupe va, voilà, on va mesurer le score de douleur dans chaque groupe, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est on a pu déterminer qu'on veut comparer deux groupes et les groupes sont indépendants. Donc, on sait qu'on est dans la famille de tests. Ici, vous allez voir à partir du test family, famille de tests, on va choisir le test T-test. Maintenant, on veut comparer les groupes. On veut comparer deux groupes. Donc, vous allez voir, on va sélectionner means, la différence entre deux groupes indépendants. Parce que nos deux groupes ici sont indépendants. Un groupe sera dans le médicament A, et un autre groupe sera dans le médicament B. Et ces deux groupes sont indépendants. Ce ne sont pas les mêmes individus dans ces groupes. Si un individu est dans le groupe A, cet individu n'est plus dans le groupe B. Donc, voilà pourquoi ce sont deux groupes indépendants. Donc, on va choisir ça. Maintenant, on dit on veut un test bilatéral, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que ça sera un test qui a two tails en anglais. C'est un test qui a voilà, deux queues, voilà. Donc, comme on a dit, la taille de l'effet, en anglais, c'est effect size. Donc, ça, c'est la taille de l'effet. On détermine ça à partir de les revues de littérature. Les revues de littérature, les recherches qui ont été publiées avant vont nous donner des indices. Est-ce que s'il y a un effet, est-ce qu'on s'attend à avoir un effet petit, small? Est-ce qu'on s'attend à avoir un effet moyen, medium? Ou est-ce qu'on s'attend à avoir un effet large, n'est-ce pas? Donc ici, on va assumer qu'on a un effet moyen de 0,5. On a déjà dit dans l'exemple qu'on veut un seuil de significance de 0,05 alpha et on veut bêta égale à 0,2. Donc, on a dit que la puissance, ici en anglais power, c'est 1 moins bêta. Donc, ici, la puissance sera égale à 0,8. Maintenant, on veut que les deux groupes soient égaux.
Donc, la dernière case, on parle de le ratio ou le quotient, le nombre d'individus dans le groupe 2 divisé par le nombre de groupes dans le groupe 1, on aura 1 parce qu'on veut que les deux groupes soient égaux. Donc, on va mettre ici 1. Donc, si on calcule, voici la réponse ici. Cela nous dit que si on veut, voilà, un, un test qui remplit ces conditions de l'exemple 1, qui pourra détecter un certain effet moyen, il nous faut 128 observations. Et ça, ce sont les deux groupes combinés. Donc, le groupe 1, on aura 64 individus et le groupe 2, on aura 64 individus. Ça, c'est pour capter un effet qui est moyen. Supposons qu'on voulait un effet qui était small, petit. Ici, comme vous pouvez voir sur l'écran, un effet small, un petit effet, c'est 0,2. Donc, supposons on voulait un effet qui était petit, 0,2. On va voir qu'on aura besoin de plus, voilà, de participants. On aura besoin de 394 par groupe. Le groupe 1 aura 394 personnes. Le groupe 2 aura 394 personnes. Donc, ici, par exemple, vu qu'on a vu que ça, c'est un effet petit, un petit effet. Donc, supposons que l'effet en réalité est petit et qu'on a moins de 394 par groupe, on ne va pas arriver à capter cet effet-là. Donc, on pourra conclure forcément qu'il n'y a pas de fait en fait. Mais en principe, mais en réalité, c'est parce que on n'avait pas une taille d'échantillon appropriée. Donc ici, on peut voir encore l'importance de déterminer la taille de l'échantillon a priori. Cela nous permet en fait de mieux planifier notre recherche. Maintenant, si on clique ici sur le X, Y plot, ici, ça nous donne une courbe en fait. Voilà, on va drop plot, ça nous donne une courbe. Ça nous donne en fait comment est-ce que la taille de notre échantillon varie lorsque la puissance varie, etc. Donc, c'était l'exemple 1. Donc, rapidement, on va à l'exemple 2. Imaginez une étude examinant l'effet d'un programme de régime sur la perte de poids. Dans cette étude, les chercheurs prévoient d'inscrire les participants, de les peser, de les inscrire à un programme de régime et de les peser à nouveau. Les chercheurs veulent déterminer la taille de l'échantillon pour l'hypothèse nulle à rejeter avec un test bilatéral alpha égale à 0,05 et bêta égale à 0,2. Ici, une chose à savoir déjà, on sait déjà l'objectif de la recherche, n'est-ce pas? On veut déterminer, on- voilà, on sait déjà l'objectif de la recherche ici. On dit, imaginez une étude examinant l'effet d'un programme. Donc, le but de l'étude, c'est d'examiner l'effet d'un programme de régime sur la perte de poids, n'est-ce pas? Donc, on sait déjà le but. Maintenant, étant donné la description de notre exemple, de notre étude, on voit ici on aura un groupe d'individus, on va les peser une première fois avant le programme. Maintenant, après, lorsqu'ils vont passer par le programme, on va les peser, les mêmes individus, on va les peser après. On va voir en fait si le programme de régime a eu un effet en fait sur le poids de ces individus. On va voir que on a deux groupes ici, mais ces deux groupes-là sont dépendants parce que ceux qu'on pèse avant le programme sont les mêmes personnes qu'on pèse encore après le programme. Donc, c'est vrai qu'on veut comparer deux moyennes, mais les deux moyennes viennent des mêmes individus. Donc, ici, si on va dans G-Power, on sera toujours dans les tests T. On sera toujours dans les tests T, ici, toujours dans les tests T. Mais ici, on veut comparer deux moyennes avec le test T à parier. Donc, en anglais, c'est matched pair. Donc, c'est un test T à parier parce que les deux groupes sont dépendants l'un de l'autre. Donc, on sélectionne ça. On sait qu'on veut deux queues. Maintenant, on va supposer on a un effet, une taille d'effet qui est moyen, un effet qui est moyen, dont la taille est de 0,5. On va donner une valeur alpha de 0,05 comme l'exemple dit. Et on veut une puissance de
combien? De 0,8 parce que la puissance est 1 moins bêta. Donc, ça fait 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Donc, calcul, on va voir qu'on a besoin de 34 individus. On a besoin de 34 individus dans cette étude. On va mesurer les 34 individus avant le programme, le poids, et après le programme, on va aussi mesurer le même poids pour voir si le poids a changé après le programme de régime. Donc, on aura besoin de 34 personnes pour un effet moyen. Supposons qu'on avait un petit effet de 0,2, on va voir que ça va augmenter notre taille. On aura besoin de 199 personnes lorsqu'on a un petit effet. Supposons qu'on avait un effet qui est large, un effet qui est grand de 0,8. Dans ce cas, on aura besoin de seulement 15 personnes. Donc, on voit que, en fait, en fonction de l'effet qu'on veut, qu'on veut capter, la taille de l'échantillon varie. Donc, voilà pourquoi c'est important de planifier à l'avance quelle est la taille d'échantillon on a besoin. Ça nous permet de réfléchir de façon critique. Ça nous permet de faire des bonnes revues de littérature. Et tout donc, l'exemple 2 est bouclé. On peut également cliquer sur Xplot et puis on peut voir comment est-ce que la taille de l'échantillon varie en fonction de la puissance. Exemple 3. Supposons qu'une étude, voilà, une étude sur les effets, voilà, désolé pour l'erreur ici, ou la répétition. Supposons qu'une étude sur les effets de 4 analgésiques A, B, C et D. Voilà, la douleur sera mesurée à 6 heures après l'opération à l'aide d'un NEVA. Les chercheurs voulaient déterminer la taille de l'échantillon pour l'hypothèse nulle à rejeter à alpha égale à 0,5, 0,05 et bêta égale à 0,2. Donc, on va arriver dans notre logiciel. Voilà, ici, on veut comparer combien de groupes? On veut comparer 4 moyennes, 4 groupes. A, B, C et D. Donc, vu le retenu de notre étude ici, on sait qu'on aura besoin d'un ANOVA. Et ANOVA fait partie de la famille de tests F. Famille de tests F. Donc, on va changer ici la famille. On va choisir F-test. Et on va sélectionner ANOVA, effet fixe, simple. ANOVA simple, effet fixe. Donc, d'abord, on voit ici qu'on nous donne en fait les différentes conventions. Un effet de 0,25 est moyen. Un effet de 0,10 est petit. Un effet de 0,40 est large. Donc, on va supposer qu'on a un effet moyen de 0,25. Alpha, on veut qu'alpha soit 0,05. Et en ce qui concerne notre valeur bêta, on veut que bêta soit 0,2. Ça veut dire que la puissance sera 1 moins 0,2, ça sera 0,8. Et nous allons, combien de groupes avons-nous? Nous avons 4 groupes. A, B, C et D. Donc, on entre ici 4 groupes et on met OK. Donc, ça nous dit en fait que on aura besoin d'un échantillon total de 180, voilà, 180 individus. Ça, c'est l'échantillon total. Ça veut dire on aura combien de personnes par groupe? Ça veut dire on aura 180 divisé par 4, ça fait 45. On aura 45 personnes par groupe. 45 personnes dans le groupe A, 45 personnes dans le groupe B, 45 personnes dans le groupe C et 45 personnes dans le groupe D. Et ça, c'est parce on est en train d'assumer ici qu'on a un effet moyen. Et supposons qu'on voulait assumer qu'on avait un petit effet de 0,10. On allait voir ici que ça va augmenter en fait considérablement notre taille d'échantillon. On voit que notre taille d'échantillon passe de 180 au total à 1096 au total. Donc, ce qui va faire en moyenne, ce qui va nous faire 264 individus par groupe. Ça, c'est si on avait l'effet moyen. Si on veut capter cet effet-là. Supposons qu'on avait un effet large de 0,40. On va voir que ça va diminuer considérablement notre taille d'échantillon. Donc, si on avait un effet large de 0,40, on avait besoin seulement de 76 individus au total. Ça veut dire
on aura besoin de 19 individus par groupe pour cette étude. Donc encore ici, on vient de voir que vraiment, la taille de l'effet qu'on veut capter, n'est-ce pas, influence notre taille d'échantillon. Et donc, si on a l'effet, en fait, l'effet réel est petit et que on n'a pas une grande, on n'a pas une taille d'échantillon appropriée, on va pas capter cet effet-là. Et on pourra conclure faussement juste parce que on n'a pas le nombre d'échantillons ou bien la taille d'échantillon appropriée pour pouvoir capturer un tel effet. Ok, donc on passe au dernier exemple. L'exemple dit, un doctorant envisage de mener une étude de régression multiple avec la satisfaction au travail comme variable dépendante et l'âge, les années d'expérience, le titre du poste et le salaire comme variable explicative. Si ce doctorant suppose que le R carré cumulatif avec toutes les variables du modèle devrait être d'au moins 0,20, de quelle taille d'échantillon le doctorant aurait-il besoin pour obtenir une puissance statistique adéquate, c'est-à-dire d'au moins 80%? Donc, voici notre exercice. Donc, ici, on en sait déjà qu'on veut prédire. Donc, on a affaire à un modèle de régression, n'est-ce pas, multiple. On a une variable dépendante qui est la satisfaction au travail. Il y en a quatre variables. Désolé, je dis, on a une variable dépendante qui est la satisfaction au travail. On a quatre variables indépendantes qui sont l'âge, les années d'expérience, le titre du poste et le salaire. Donc ici, la régression multiple fait partie de la famille de tests F-test aussi, comme l'ANOVA. Donc c'est le F-test. Donc on va choisir, voilà, le modèle linéaire. On va choisir les régressions linéaires. Et on va choisir, voilà, ce premier modèle parce on veut un R carré d'au moins 20%. Donc, c'est le premier. Et si vous voyez sur le lien, celui-là, le modèle de régression linéaire, le modèle est fixe. Et puis, R carré dévie from 0. C'est-à-dire, il ne sera pas 0, il sera au moins 20%. Donc, choisis ceci. Et en termes d'effet size, on va supposer qu'on a un effet moyen encore de 0,15. On veut que notre alpha, seuil de significance, soit de 0,5 et on veut que notre puissance soit d'au moins 80%, c'est-à-dire 0,8. Donc, on va choisir 0,8 et on a combien de prédicteurs ou de variables indépendantes? On a 4. Donc, on aura 4 ici. Et on va calculer. Donc, pour un tel modèle de régression linéaire avec une variable dépendante et 4 variables indépendantes pour un effet estimé moyen et pour avoir une puissance de 80%, on aura besoin de 85 individus dans notre échantillon. Donc, l'échantillon sera composé de 85 individus. Donc ici, on voit que voilà, cette manière de procéder en fait nous permet de savoir en fait voici ce dont on a besoin et quand on va sur le terrain, on pourra collecter des données qui sont afin d'avoir un effet, afin de pouvoir capter l'effet en fait qu'on veut capter en fait s'il existe. Par exemple, c'est important. Donc, supposons qu'on avait un effet qui était petit, de 0,02, on va voir que ça va augmenter la taille d'échantillon. Dans ce cas-ci, on aura besoin de 602 individus. C'est-à-dire, on est passé de 85 à 602. Voilà, donc si en réalité l'effet est petit, au- comparablement, si l'effet est petit, à environ 0,02, alors si on a une taille qui est inférieure,
Si on a une taille d'échantillon qui est inférieure à 602, on ne pourra pas capturer cet effet-là. Donc voilà pourquoi c'est important vraiment de faire cette analyse de puissance a priori. Très important. Donc, en pensée finale, c'est de toujours faire une analyse de puissance a priori. Cela nous permet de déterminer la taille de l'échantillon appropriée pour notre étude. Et pour ça, on aura besoin de savoir l'objectif de notre étude. On aura besoin de savoir, voilà, les tests statistiques appropriés et on aura besoin de certains éléments pour pouvoir calculer la taille de l'échantillon a priori. Et il faut savoir que AMDC Lab, voilà, qui fait cette vidéo, peut vous aider. Voilà, vous avez à nous contacter à consulting@amdclab.org et nous offrons pour toutes les personnes qui nous contactent pour la première fois, nous offrons 30 minutes de consultation gratuite. Et si vous avez regardé cette vidéo, si vous voulez en savoir plus, si il y a des parties que vous n'avez pas bien compris, voilà, vous pouvez nous écrire via email et nous allons programmer 30 minutes de consultation gratuite où nous allons répondre à vos questions. Merci et à très bientôt.